il y a des guerres qui se gagnent avec des armées et d'autres qui se gagnent avec une calculatrice. Depuis 9 jours, les États-Unis et Israël frappent massivement en Iran. Sur le papier, la supériorité militaire est écrasante. Pourtant, les objectifs changent, la stratégie évolue. Et la guerre semble déjà coûter beaucoup plus cher que prévu. Derrière les missiles, derrière les bombardements, il y a un facteur dont on parle très peu, l'économie de la guerre. Et c'est là que l'Iran a peut-être trouvé son arme la plus redoutable, une stratégie qui oblige ses adversaires à dépenser des milliards de dollars pour espérer une victoire, là où son armée est économiquement beaucoup moins gourmande. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent les premières frappes conjointes contre l'Iran, en visant à la fois le programme nucléaire, les sites de missiles, certains bâtiments stratégiques et bien sûr la direction politique iranienne. Au départ, l'objectif était très simple, une guerre courte et décisive, une opération de décapitation politique censée casser l'État iranien en moindre coût et neutraliser la puissance militaire pour éviter une guerre longue, coûteuse et protéger les intérêts énergétiques régionaux, notamment le fameux détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, ça fait précisément 9 jours que le conflit a éclaté et on sent que tous les objectifs américains deviennent nettement plus flous. Trump n'a pas eu de communication rectiligne cette semaine. Neutraliser le nucléaire, faire tomber le régime, ouvrir la porte aux négociations puis la refermer, détruire les missiles, affirmer ne rien lâcher ou encore annoncer des frappes massives. Bref, c'est pas ultra clair et on pourrait se dire que la stratégie américaine s'adapte à la réponse iranienne, mais quand les objectifs bougent, quand les objectifs changent, quelque part c'est aussi le signe que la guerre ne se déroule pas vraiment comme prévu. Et aujourd'hui, l'Iran éclate aux yeux du monde comme étant une nation préparée de longue date, technologiquement avancée et stratégiquement inattaquable. Une nation solide qui est en train de renverser la situation face à ce qu'on croyait être une alliance de superpuissances invincibles. Alors si on fait un point rapide, les bombardements continuent sur l'Iran. Dernièrement, il y a eu des frappes sur les infrastructures énergétiques. Alors oui, les dégâts sont importants et les pertes humaines commencent à être lourdes, mais la capacité de riposte reste toujours active et ne semble pas vraiment flancher. Ceci malgré le changement récent de stratégie du côté des Américains qui fait suite à une forme d'aveu d'impuissance. Après plusieurs jours de frappe, l'Iran continue en effet de tirer des missiles et surtout de projeter des drones dans la région, ce qui montre que la destruction initiale américaine n'a pas vraiment affecté la puissance de l'armée iranienne. En seulement 4 jours, l'Iran avait déjà démantelé la présence militaire américaine dans le Golfe, ciblant des bases à Bahreïn, au Koweït, au Qatar ou encore en Arabie Saoudite. Des installations qui représentent au total plus de 100 milliards de dollars d'investissement cumulés sur plus de 30 ans. Alors sur le plan économique, ça change pas mal de choses. Une guerre qui devait être courte devient désormais une guerre de siège où chaque jour supplémentaire augmente la facture militaire des États-Unis, la pression logistique et l'usure politique. Ce conflit ne se joue pas seulement sur qui va frapper le plus fort, mais bel et bien sur qui va pouvoir tenir le plus longtemps à un coût acceptable. Et pour comprendre pourquoi l'Iran tient encore, il faut regarder ce qui lui donne son vrai avantage. Ce n'est pas l'aviation classique, ce n'est pas la marine non plus, que d'ailleurs Trump s'est félicité d'avoir mis à mal comme une petite victoire. La vraie force de l'Iran réside dans la combinaison de 2 éléments stratégiques, l'utilisation des drones de combat et des kilomètres de bases souterraines sur l'ensemble du territoire. Alors avant d'enchaîner, je prends juste quelques secondes pour te souhaiter la bienvenue sur Objectif Lune dans cette vidéo. Je m'appelle Sylvain et j'aborde ici différents aspects autour de la crypto-monnaie, de la géopolitique et de l'économie. Et comme aujourd'hui tout est lié, je pense donc qu'il est intéressant d'être au courant de tout ce qu'il se passe. Si tu apprécies ce type de contenu, si ça te parle, je t'invite tout d'abord à liker cette vidéo, ça lui donne de la force, ça soutient le travail qu'il y a derrière et je t'en remercie. Et puis pense également à nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner par ici et sur la petite cloche pour recevoir les notifications de nos prochains contenus. Allez, je reprends. L'atout majeur iranien, ce sont les drones. Des drones tels que le Shahed 136 qui est un drone kamikaze à longue portée et qui ne coûte seulement que 20 000 à 50 000 dollars pièce. Là où il faut des missiles à plusieurs centaines, voire plusieurs millions de dollars pour les intercepter. Un Patriot, par exemple, c'est entre 3 et 5 millions de dollars l'unité. Ces drones-là ont radicalement changé la donne. Ils peuvent mener des attaques en essaim capables de saturer les radars et les défenses aériennes. Et ce différentiel de coût est l'un des gros problèmes aujourd'hui stratégiques des adversaires de l'Iran. Les Shahed 136 de nouvelle génération ont de plus une portée suffisante pour frapper l'ensemble de la rive sud du Golfe. Ceci depuis le territoire iranien ou depuis des plateformes avancées. Ça donne à Téhéran une profondeur de feu particulièrement importante. Si tu forces ton adversaire à utiliser des intercepteurs ou des dispositifs de défense très coûteux
contre des engins bon marché, eh bien tu peux perdre tactiquement des drones tout en gagnant stratégiquement la guerre des coûts. Cette stratégie ne sert pas seulement à frapper, elle sert à saturer, à détourner les défenses, à immobiliser des budgets, à fatiguer les opérateurs, à transformer la supériorité technologique adversaire en gouffre financier. L'Iran n'a pas besoin d'être plus riche que les États-Unis aujourd'hui pour rendre cette guerre absolument trop chère. Il lui suffit juste de rendre chaque interception totalement absurde en termes de coûts. Mais des drones seuls ne suffisent pas. Pour durer, encore faut-il les protéger. Protéger les stocks, protéger les lanceurs et les centres de commandement. Et c'est là que l'Iran semble avoir plusieurs dizaines d'années d'avance. Les missiles Cities et autres sites souterrains sont l'autre pilier du problème pour Israël et les États-Unis. Ces installations, souvent enfouies à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans des terrains montagneux, sont invulnérables aux frappes aériennes conventionnelles. L'Iran compterait au moins 5 villes de missiles, connues dans des provinces comme Kermanshah et Semna, et l'on estime qu'il en existe des dizaines d'autres. Ici aussi, au-delà de la protection militaire, dès lors qu'on se réfugie des centaines de mètres sous terre, pour les frappes ennemies, ça devient aussi une question d'argent. Frapper une cible enterrée coûte plus cher, demande plus de temps, plus de renseignements, plus de munitions spécialisées. Et les résultats, eh bien, le résultat reste moins certain qu'une destruction en surface. Alors, si Israël et les États-Unis entrent désormais dans une deuxième phase visant explicitement les bunkers et les sites enterrés, c'est justement parce que la première phase de surface n'a pas suffi à neutraliser la capacité de riposte de l'Iran. On avait déjà entendu parler de tout ça en juin dernier, lors de la guerre de 12 jours, soi-disant qu'il s'agissait de bases souterraines d'enrichissement d'uranium. Alors je ne dis pas que les bases d'enrichissement d'uranium n'existent pas, mais au final, ces bases sont en train de permettre à l'Iran de peut-être gagner la première manche grâce à des petits avions automatiques de quelques dizaines de milliers de dollars. On est bien loin de l'arme atomique. Tant que ces réseaux souterrains tiennent, eh bien l'Iran peut continuer à maintenir la pression sur ses adversaires ou au minimum donner l'impression crédible qu'il peut continuer le combat avec une même intensité. Les adversaires de l'Iran combattent aujourd'hui plusieurs réserves cachées dont ils ne connaissent pas les emplacements exacts, la profondeur physique, ni même la profondeur comptable des réserves militaires. Alors quand tu comprends que la guerre rapide ne marche pas, ta stratégie doit changer. C'est exactement ce qui s'est passé cette nuit. Clairement, les objectifs se déplacent et l'allongement de la durée du conflit revient sur toutes les lèvres des dirigeants américains. Cette nuit, c'est le dépôt pétrolier d'Agdazieh qui a été frappé par les Américains. Les États-Unis ripostent sur le même levier que Téhéran, sur le même terrain. Si le régime ne tombe pas vite, il faut essayer d'augmenter le coût domestique de la guerre pour l'Iran, en touchant notamment la logistique énergétique intérieure. Alors en quoi ça consiste exactement cette nouvelle stratégie des Américains? Plus de pression sur l'approvisionnement intérieur iranien, plus de coûts de réparation, plus de perturbations industrielles, plus de dépenses de protection de sites, plus de tensions entre efforts de guerre et besoins civils. Ce changement de stratégie peut être aussi lu comme un aveu partiel. L'option du coup décisif de la guerre éclair de la frappe de masse n'a pas fonctionné comme prévu. Désormais, les États-Unis n'ont pas vraiment le choix. Leur stratégie devait évoluer, quitte à se retrouver face à une opposition de la population et de l'opinion publique. Sauf que du côté de l'Iran, eh bien, ça fait longtemps qu'ils ont compris où frapper pour faire monter la note. Au-delà de l'enjeu du détroit d'Ormuz qui est central pour l'économie mondiale, ils ont frappé en quantité, vite et bien. Dès le début, ils ont rapidement ciblé l'ensemble des bases américaines positionnées aux alentours de l'Iran. Dans sa communication d'hier, le président Pezeshkian a affirmé que Téhéran voulait suspendre les attaques contre les États voisins, sauf si leur territoire servait à attaquer l'Iran. Alors cette communication, vue comme un apaisement par certains, c'est finalement totalement l'inverse. Le président annonce clairement qu'il autorise les attaques contre les pays qui hébergent des bases américaines. Cette communication, là, elle n'est pas juste diplomatique, elle est aussi économique. Elle vise à détacher les monarchies du Golfe du dispositif américain, en leur faisant comprendre que l'hébergement des bases américaines a un prix et qu'il faudrait aussi que ces pays-là choisissent leur camp. On en a parlé dans la semaine, je vous disais que c'était un des enjeux majeurs encore intacts. Et bien désormais, on n'attaque plus seulement les bases, on attaque des infrastructures vitales, coûteuses, difficiles à protéger et symboliquement très sensibles dans le Golfe. Des frappes croisées ont eu lieu dernièrement sur des installations de dessalement, notamment à Bahreïn et sur l'île iranienne de Kejm. On vise indirectement à affaiblir les populations. Désormais, le conflit franchit un nouveau palier. Le coût de protection devient plus élevé. On parle plus seulement de bases militaires, on parle maintenant d'usines, potentiellement sans système de défense. Et tout ça engendre un impact civil immédiat.
un risque de crise sanitaire important et un impact psychologique particulièrement fort pour les populations des pays alentours. Et tout cela, une fois de plus, multiplie encore et encore les coûts. Et si on ajoute à cela les raffineries et les infrastructures énergétiques du Golfe qui sont soit à l'arrêt par précaution, soit partiellement détruites, on reste encore dans la même logique, la même stratégie. L'Iran cherche aussi à alourdir la facture de ses adversaires. Plus la guerre coûte cher, plus la question devient simple. Jusqu'où les États-Unis et leurs alliés sont-ils prêts à suivre? Si on reprend brièvement, parce que ça fait beaucoup d'informations, les objectifs des États-Unis sont évolutifs, on va dire 4 à 5 semaines, une centaine de jours, on ne sait pas trop. Les pertes sont colossales, une usure matérielle, une usure logistique, un besoin croissant de munitions pour lutter contre les attaques de drones via les intercepteurs. On a l'élargissement de la guerre voulue par l'Iran et qui complique tout pour les Américains. Plus le théâtre s'étend, plus la fracture explose, plus il faut de moyens pour protéger tout ça. Les infrastructures iraniennes dont on ignore encore totalement l'étendue et le potentiel, et le contrôle de l'espace aérien ne règle pas le problème central, car contrôler le ciel, ce n'est pas contrôler un réseau de drones. Et pour Israël aussi, l'effort devient coûteux politiquement et militairement, car le conflit ne se résume plus à des frappes ponctuelles, il s'inscrit désormais dans la durée. Et c'est là qu'arrive la tentation d'une stratégie beaucoup plus risquée pour les Américains, chercher une solution terrestre au conflit. Alors il faut considérer l'éventualité d'un futur envoi de troupes au sol avec prudence. Ce n'est pas une décision actée à ce stade aujourd'hui, mais l'idée circule de plus en plus, notamment pour la sécurisation de zones frontalières et la question du contrôle des fameux sites stratégiques. Ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est que pour aller sous terre en Iran, il va falloir mettre d'abord les pieds dessus. Le territoire iranien est vaste, c'est un relief montagneux, les sites sont bien entendu dissimulés et dispersés. Alors ça soulève plusieurs questions pour les Américains. Comment envahir sans envahir? Comment assumer le soutien logistique? Et comment, encore une fois, payer tout ça? Une guerre aérienne coûte cher. Une guerre terrestre coûte immensément plus cher. En hommes, en logistique, en sécurisation des routes, en occupation durable. On pourrait assister à quelques alliances locales, quelques alliances régionales, mais ce genre de connexion se paye toujours d'une façon ou d'une autre. Et ce n'est pas non plus la garantie d'un résultat rapide. Autrement dit, voilà le dilemme. Plus tu avances dans les options possibles, plus chacune d'entre elles coûte davantage que la précédente. Et puis une attaque terrestre, une invasion, parce qu'il faut appeler un chat, c'est nourrir aussi un risque accru de cohésion nationale du côté iranien. Reuters a rapporté qu'une enquête américaine pointait vraisemblablement une responsabilité de l'armée des États-Unis dans l'attaque de l'école de Minab, attaque survenue le premier jour du conflit. Le bilan exact reste encore discuté, mais l'impact symbolique est considérable. Ce genre de situation peut offrir au régime un récit de résistance et de victimisation parfaitement adapté pour fédérer et repousser l'envahisseur américain. Une population qui se serre les coudes accepte plus facilement les sacrifices matériels, les rationnements, les perturbations ou au minimum les attributs d'abord à l'ennemi extérieur. Ce sentiment pourrait encore s'intensifier avec la probable nomination d'un successeur à Ali Khamenei dès aujourd'hui. D'après certaines informations, une réunion de l'organe religieux chargé du choix pourrait se tenir dès ce dimanche. Selon certaines rumeurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, le haut dignitaire religieux iranien Ahmad al-Moloda aurait été choisi. Cependant, aucune confirmation officielle n'a encore été annoncée. À ce stade, le retour d'un visage à la tête de l'Iran serait un signe fort pour les Iraniens et selon l'orientation du futur pouvoir, la suite du conflit peut encore basculer. La suite probable à court terme, c'est une poursuite des frappes sur les infrastructures énergétiques et logistiques iraniennes, un maintien des attaques iraniennes de l'autre côté par des drones et des missiles contre les bases des axes énergétiques et les infrastructures sur toute la région du Moyen-Orient, une tentative américaine et israélienne de dégrader les réseaux souterrains, une pression accrue sur les alliés du Golfe pour préserver leurs intérêts. D'ailleurs, on a appris ce matin la première attaque des Émirats arabes unis envers une base de dessalement iranienne. Et tout cela nous amène vers ce scénario qui est certainement l'un des pires scénarios, entre autres pour l'économie mondiale, l'idée d'un enlisement du conflit. On n'a pas eu de victoire rapide et maintenant on ne l'aura pas. On n'a pas eu de bascule politique interne évidente à la tête de l'Iran, comme auraient aimé le voir les États-Unis. On a en revanche une guerre qui est de plus en plus chère, un théâtre des opérations qui est de plus en plus large et au final une logique d'usure de plus en plus forte. Avant de conclure cette vidéo, si tu es encore là, c'est certainement que tu apprécies ce contenu. Alors si tu veux nous aider, pense à liker par ici, ça donne de la force, ça soutient notre travail et je t'en remercie. Pense également à t'abonner en cliquant ici également et activer la petite cloche de notification pour être au fait de nos prochaines vidéos. Le vrai problème pour Israël et les États-Unis ainsi que pour tous les pays qui entrent en guerre maintenant comme les Émirats arabes
Arabes Unis, c'est pas l'aspect militaire en soi, mais bel et bien l'aspect stratégique et économique. L'Iran gagne sur le terrain du Monopoly. L'Iran a trouvé une manière très rentable de ne pas perdre cette guerre, là où les milliards des États-Unis ne peuvent rien faire en surface. Au-dessus des kilomètres de tunnels sous les montagnes iraniennes, ces milliards servent juste à protéger ce qui peut encore l'être, et ce de manière totalement disproportionnée face à un adversaire qui semble collectivement prêt à tout pour survivre. Et c'est peut-être ça le vrai tournant de cette guerre, parce qu'au fond, la question n'est plus seulement militaire, la vraie question devient économique. Combien de temps chaque camp peut-il encore payer la facture? Si le conflit s'enlise, ce ne sont pas seulement les armées qui vont s'user, ce sont aussi les budgets, les infrastructures énergétiques et potentiellement toute l'économie mondiale. Les prochaines semaines s'annoncent particulièrement tendues. On ne manquera pas de te tenir au courant. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!